Donc les cristaux métalliques. Donc pour les cristaux métalliques, on va utiliser ce qu'on appelle le modèle des sphères dures. Donc on suppose que les atomes métalliques sont assimilables à des sphères dures de rayon R. Et donc ces sphères s'assemblent en s'empilant les unes sur les autres, de manière à occuper un volume minimal. On va donc obtenir des structures qu'on appelle des structures compactes, qui auront une compacité de 74%. Alors il existe quelques anomalies, ou quelques exemples parmi certains métaux, qui au lieu d'avoir une compacité de 74%, vont avoir une compacité de 68%, qui correspond à des empilements de type cubique centré. Ce sont des anomalies. En général, les métaux cristallisent dans des systèmes qu'on appelle des systèmes compacts, avec une compacité de 74%. Cette valeur de 74%, c'est la valeur maximale de compacité qu'on peut obtenir quand on cherche à empiler des sphères de taille identique. En gros, c'est ce qui va se passer si vous prenez un sac avec 150 balles de ping-pong, vous les mettez toutes dans le même récipient, et donc les sphères vont s'empiler de manière compacte tout à fait naturellement. Les deux structures possibles avec une compacité maximale, donc qu'on appelle des systèmes compacts, c'est le cubique face centré et l'hexagonal compact. Ce sont les deux types de structures qu'on va étudier ensuite, qui sont des deux structures compactes. Et donc certains cristallisent dans un système cubique centré, donc en particulier les alcalins, qui auront une compacité de 68% qu'on appelle pseudo-compact. Il existe également quelques anomalies où on a des métaux qui cristallisent dans des systèmes cubiques simples, mais c'est vraiment des anomalies. Donc, les assemblages compacts, donc vous avez le lien sur ma page qui permet d'expliquer les empilements. Donc, on va d'abord placer toutes les sphères dans un plan qu'on appelle le plan A, de manière à occuper un minimum d'espace. C'est exactement ce qui va se passer si vous mettez des pommes noisettes sur une plaque de four. Chaque sphère va être en contact avec 6 sphères d'un même plan. Donc vous prenez n'importe quelle sphère qui est ici, et cette sphère est en contact direct avec les 6 sphères qui l'entourent. Une fois qu'on a fait cette première couche avec toutes ces sphères, on va poser sur ce plan, dans les creux, des sphères supplémentaires. En gros, c'est ce qui va se passer. Vous avez fabriqué un plan en étalant des balles de ping-pong, des balles de tennis ou des pommes noisettes sur un four, sur une plaque de four, et vous commencez à rajouter au-dessus. Ce qui va se passer, c'est que la sphère supplémentaire que vous allez rajouter va se mettre naturellement dans un creux, par exemple ici, qu'il va y avoir entre 3 atomes du plan A. Une fois qu'on a mis cette sphère-là, il va y avoir une autre sphère qui va pouvoir se mettre dans un interstice, mais ça sera un interstice sur 2. Ce plan, c'est ce qu'on appelle le plan B. À partir du plan B, quand on veut rajouter une couche supplémentaire, on va avoir 2 possibilités différentes. Soit on va rajouter une sphère à la verticale d'une sphère qui est déjà sur le plan A, et donc on va avoir un empilement de type AB, AB. Donc pour un empilement de type AB, AB, on va avoir 2 plans qui vont se superposer les uns sur les autres et qui vont s'empiler les uns sur les autres. Donc ici en bleu j'ai le plan A, en jaune le plan B, en bleu le plan A. Donc ici, vu de côté, on le voit parfaitement. Alors les atomes ne sont pas au contact, mais normalement les atomes s'empilent exactement les uns sur les autres. Donc pour bien voir cet empilement AB-AB, il faut faire tourner le système et il faut l'amener avec une vue de par-dessus. Donc si on l'amène avec une vue de par-dessus, ce qu'on remarque, c'est que tous les atomes bleus qui sont dans le plan qui est tout en haut se retrouvent exactement superposés avec les atomes bleus qui sont dans le plan qui est en bas. Donc tous les atomes bleus se trouvent exactement sur les mêmes verticales, les uns et les autres. Par contre, les atomes jaunes sont intercalés dans des espaces qui se trouvent entre les atomes bleus. Et donc cet empilement AB-AB, c'est cet empilement-là qui va correspondre à un empilement qu'on appelle également hexagonal compact.
soit on va avoir une sphère qui va être posée à la verticale de quelque chose qui ne contient pas encore d'atomes. Et donc, ce troisième niveau, ça sera le niveau qu'on appellera un empilement ABC. Et ensuite, ça recommence ABC, ABC. Ensuite, l'empilement qu'on appelle l'empilement ABC, ABC, c'est un empilement sur lequel on va avoir trois plans qui vont s'empiler les uns sur les autres, donc trois plans distincts. Donc le plan A qui est en bas tout en bleu, le plan B qui est en jaune au-dessus, un plan C en rouge et à nouveau le plan A. Donc après, si on empile les couches, on a ABC, ABC, ABC. Donc pour bien visualiser la différence par rapport à l'empilement AB, AB, même chose, il faut faire une vue de par-dessus, donc il faut pivoter. Quand on va pivoter, il faut amener nos atomes bleus à la verticale les uns des autres. Et donc c'est ce schéma-là. On voit que chaque atome bleu est amené exactement à la verticale de notre atome bleu. On voit les atomes jaunes qui sont dans le plan B, et les atomes rouges se trouvent intercalés entre les atomes bleus et les atomes jaunes. Et donc, comme ils sont intercalés sur une verticale qui est différente, à ce moment-là, ça va nous faire un empilement avec trois plans différents A, B, C. Cet empilement ABC, ABC, c'est un empilement qui va correspondre à ce qu'on appelle un cubique face centré, qu'on a déjà rencontré. Donc ici, j'ai fait apparaître les liaisons qui apparaissent entre certains atomes. Donc ici, j'ai toujours mes plans ABC. Et donc, ce qu'on remarque dans cet empilement ABC, ABC, c'est que l'hexagonal compact, le cubique face centré, on l'observe en faisant un cube qui est posé sur une pointe et qui va prendre un certain nombre d'atomes du plan A, donc un atome en bas du plan A, un atome en haut de l'autre plan A, et ensuite au niveau du plan B et du plan C, on a un certain nombre d'atomes qui sont récupérés pour pouvoir faire la maille. Et donc ici, un empilement ABC, ABC, c'est un empilement de type cubique face centré. Alors, on va commencer par l'empilement AB, AB, qui va correspondre à un empilement qu'on appelle l'hexagonal compact. Donc ici, on a le plan A. On va avoir le plan B, et à nouveau, un plan A et un plan B. Donc ça correspond au modèle que vous avez vu précédemment. Ce plan A va correspondre à ces 7 atomes qui sont là. Donc on a 6 atomes qui forment un hexagone et un atome qui est au centre. Ensuite, le plan B, on va poser un atome sur 2, qui vont correspondre à 3 atomes qui sont ici en contact les uns avec les autres, qu'on va poser dans un interstice sur 2 sur le plan A. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va reposer à nouveau un plan A, donc c'est un hexagone centré, qui est exactement aligné avec l'hexagone centré qui est en bas. Et donc tout ça va nous donner ce qu'on appelle la maille conventionnelle. Donc cette maille conventionnelle, on va la dessiner ici, et on va placer les différents atomes. Donc on a vu que la maille, le plan, alors on a 3 plans, donc le plan A qui est tout en bas, le plan B intermédiaire, et à nouveau le plan A en haut. Donc le plan A qui est en haut, ou en bas, va reprendre exactement cette figure géométrique qui est ici. Donc on va avoir des atomes au sommet de l'hexagone, et un atome au centre de l'hexagone. Donc ça c'est le plan A. Tout en bas, on a également le plan A. Donc on va reprendre exactement la même figure. Donc des atomes au sommet de l'hexagone, plus un atome au milieu. Ensuite, le plan B. Donc le plan B, si on reprend le schéma qui est là, on va avoir 3 atomes
qui vont être disposés en triangle et qui vont être en contact les uns avec les autres, qui vont être posés sur le plan A. Pour être posés sur le plan A, ils vont être posés dans des creux au niveau du plan A. Si on projette maintenant avec notre système ici, on va avoir des atomes qui vont être ici. Alors au centre de gravité du petit triangle qu'on pourra obtenir ici, qui est strictement le même triangle qui est là, c'est un triangle équilatéral, et ensuite on a un triangle sur deux qui est occupé. Donc on va en avoir un ici, donc le triangle qui est ici est occupé, le triangle qui est là est vide, le triangle ici occupé, le triangle là vide, et donc le triangle ici occupé. Pour l'hexagonal compact, donc on a vu que c'est un empilement qui correspond à un empilement de type AB. Donc ici, j'ai ce qu'on appelle la maille conventionnelle. On l'appelle maille conventionnelle puisque c'est une maille dans laquelle on voit l'hexagone. Et donc cet hexagone, ici, il est constitué par un hexagone qui est tout en bas, un hexagone qui est tout en haut. Donc ce sont des systèmes hexagonaux centrés, puisqu'on a un atome au centre de chacun des hexagones en haut et en bas. Et ensuite, à mi-hauteur, on a trois atomes qui vont être situés au centre de gravité des triangles qu'on peut obtenir par projection, vue d'en haut. Alors, on va avoir un triangle sur deux, puisque notre maille hexagonale, un hexagone, on peut le représenter en assemblant 6 triangles équilatéraux en haut et en bas. Et donc ici, on va avoir un des atomes à mi-hauteur sur un des triangles équilatéraux. Au niveau des paramètres de cette maille, donc on va appeler petit a la longueur de l'hexagone qui est en bas, et on va appeler petit c la hauteur de cet hexagone. Alors, si on calcule maintenant la compacité et les différents calculs. La compacité de ce système-là, c'est un système qui est compact. Si le système est compact, on a une compacité de 74%. Idéalement, c'est bien de connaître cette valeur parce que c'est celle qui va être utile régulièrement. Ensuite, la coordinance, c'est le nombre de plus proches voisins pour un atome donné. L'autre façon de dire, c'est le nombre d'atomes avec lesquels un atome au hasard est en contact. Alors, pour pouvoir calculer cette coordinance, le plus simple, c'est de raisonner par exemple sur l'atome noir qui est ici. L'atome noir qui est ici, il est en contact déjà avec les 6 atomes qui sont au niveau du même plan que lui, donc le plan A. Ensuite, cet atome noir est en contact avec les 3 atomes du plan B qui sont posés juste au-dessus. Donc ces 3-là sont en contact entre eux et en contact avec l'atome noir. Et ensuite, si on imagine le cristal dans son ensemble, en dessous de ce plan A, on a à nouveau un plan B. Le plan B qui est dessous est exactement aligné avec le plan B qui est là. Et donc, les 3 atomes qui vont être en dessous, qu'on va retrouver, qui ne sont pas dessinés, vont être exactement en contact également avec cet atome noir. Si on fait le total, notre atome noir donné est en contact direct avec 12 atomes. Donc 12 atomes en contact. Ensuite, Z. Z, c'est l'atomicité, c'est le nombre d'atomes présents par maille. Donc, chaque atome, attention, c'est la même astuce que quand on compte le nombre d'atomes dans un cubique face centré, les atomes ne sont pas disposés en entier à l'intérieur de la maille, à part pour certains d'entre eux. Les atomes sont partagés entre un certain nombre de mailles. Si un atome est partagé entre 3 mailles, ça veut dire qu'un atome va compter pour un tiers. Donc, on va compter le nombre d'atomes. Alors, on va commencer par les 3 atomes qui sont au centre. Les 3 atomes qui sont au centre, ici, sont 3 atomes qui appartiennent en entier à la maille et qui ne sont pas partagés avec d'autres mailles. Donc les 3 qui sont là comptent chacun pour 1. Donc on a déjà 3 fois 1.
Donc l'atome qui est en haut ou l'atome qui est en bas, ce sont deux atomes qui vont être partagés entre deux mailles différentes. Donc, puisque je vous rappelle, le cristal c'est un empilement de mailles élémentaires ou de mailles conventionnelles. Et donc cet atome-là est partagé entre deux mailles. Même chose pour celui-là, ça veut dire que ces deux atomes-là comptent chacun pour un demi. Donc on rajoute plus 2 fois un demi. Et ensuite, là où ça devient un peu plus compliqué, ça va être les atomes qui sont situés au sommet de l'hexagone. Alors les atomes qui sont situés au sommet de l'hexagone, alors je vais faire une vue de par-dessus pour arriver à visualiser tout ça. Donc si ici j'ai la maille qui correspond à ceci, si je dessine les mailles qui sont à côté, donc ici j'ai une maille qui est à côté, qui est également une maille hexagonale, et celle-là. Et donc je considère maintenant cet atome-là. Cet atome-là, c'est un atome qui va être partagé au même niveau horizontal entre trois mailles différentes. Mais il ne faut pas oublier qu'au-dessus de ces trois mailles horizontales, il y a une maille qui est encore située au-dessus. Ça veut dire que cet atome-là, c'est un atome qui va être partagé entre 6 mailles différentes. Donc s'il est partagé entre 6 mailles différentes, ça veut dire que chaque atome va compter pour 1/6. Et donc si on compte maintenant le nombre d'atomes qui sont considérés avec ce calcul, donc on a les 6 atomes qui sont en haut, 6 atomes qui sont en bas, donc ça fait 12, qui comptent chacun pour 1/6. Donc on a un 12 plus fois 1/6 à rajouter dans notre calcul. Donc ça nous fait 3, plus 1, 4, plus 12 fois 1/6, ça fait 2. Et donc ça nous fait 6 atomes par maille. Ensuite, les paramètres petit a et petit c, donc c'est ce que j'ai défini ici. Donc petit a, c'est le paramètre de la maille avec la longueur de l'hexagone qui est en bas. Petit c, c'est la hauteur de la maille. La relation entre c et a, c'est que le rapport c sur petit a, il est égal à racine de 8/3, qui vaut à peu près 1,63. Ce calcul-là, c'est quelque chose qu'il faut savoir calculer, parce que c'est un résultat qu'on peut vous demander de démontrer. Alors, pour faire la démonstration, je vais la refaire ici en direct. Donc, pour faire la démonstration, je vais raisonner ici sur la pyramide qui est là. Donc, je vais noter des lettres sur le schéma qui est là. Donc, je vais appeler par exemple A, B, C et D, celui-là. Donc, la figure géométrique ABCD, c'est une pyramide à base triangle, qu'on appelle également un tétraèdre. Donc, je vais la redessiner ici. Donc, ça, c'est le point A. Là, c'est B. Là, c'est C. Et donc, ici, je vais avoir une arête qui est derrière qu'on ne voit pas. Et au-dessus, j'ai le point D, qui va être relié à A, à B et à C. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est de la géométrie à l'intérieur de ce truc-là. Pour pouvoir déterminer la hauteur C de notre maille, on va dire que la hauteur de notre pyramide, elle correspond à une hauteur de C sur 2. Ce que je vais faire, c'est que je vais dessiner le projeté orthogonal du point D sur le plan ABC. Ce projeté, je vais l'appeler G, puisque ce point-là se trouve exactement au centre de gravité du triangle ABC. Je vous rappelle, le triangle ABC, c'est un triangle équilatéral dont les longueurs valent petit a. La hauteur DG, elle est égale à C sur 2. Et donc nous, ce qu'on va chercher, c'est justement quelle est la relation qu'il y a entre C et A.
il va falloir appliquer Pythagore pour pouvoir déterminer cette hauteur DG. Pour ça, on va tracer la hauteur ou la médiane dans le triangle ABC. Et donc ici, je vais avoir un point que je vais appeler H. Alors, je vais faire une petite figure. Je vais redessiner mon triangle ABC, vu de par-dessus. Donc, je vais avoir A, B et C. Là, j'ai le point H. Là, il y a G. Je sais que ce triangle est un triangle équilatéral, dont toutes les valeurs valent A. Donc, pour pouvoir calculer ma hauteur DG, je vais travailler dans le triangle rectangle DGB. Donc dans le triangle DGB, comme c'est un triangle rectangle en G, je vais pouvoir appliquer Pythagore. Donc je vais avoir BD au carré, qui est égal à DG au carré, plus GB au carré. Et donc on va regarder ce qu'on connaît. Donc maintenant il va falloir que je calcule GB. GB, c'est la longueur qu'il y a ici. Donc G, on a dit que c'était le centre de gravité du triangle ABC. Si vous rappelez vos souvenirs de lycée, le centre de gravité dans un triangle se trouve situé aux 2/3 de la médiane. Autrement dit, la longueur BG, c'est égal à 2/3 de la longueur BH. C'est le seul résultat à connaître pour pouvoir faire le calcul qui est ici. Alors attention, je ne dis pas c'est une astuce, parce que l'astuce elle va être un tout petit peu plus loin, mais le résultat, à savoir que la médiane se trouve le centre de gravité se trouve aux 2/3 de la médiane, c'est un résultat que vous devez connaître. Donc la longueur BG, elle est égale à 2/3 de la longueur BH. Et maintenant on va calculer BH. Pour calculer BH, on va raisonner dans le triangle par exemple ABH. Soit on peut utiliser Pythagore, soit on peut utiliser de la trigonométrie. À l'arrivée, le résultat va être strictement le même. Donc je vais avoir, si j'applique Pythagore, je vais avoir que BH, ça va être égal à racine carrée de AB carré moins AH carré. Si je remplace, AB carré, ça me fait A carré, moins AH, comme H c'est le milieu de AC, puisque c'est un triangle équilatéral, ça me fait A carré sur 4. Et donc ça me fait racine de 3A carré sur 4. Et donc à l'arrivée, je trouve un résultat qui me fait A racine de 3 sur 2. Donc le A racine de 3 sur 2 représente la longueur BH. La longueur BG étant égale à 2/3 de BH, elle sera égale à 2/3 de A racine de 3 sur 2. Et donc je peux simplifier par 2, il me reste A racine de 3 sur 3. Donc je connais la longueur BG. Donc maintenant je vais raisonner dans le triangle BGD. Dans le triangle BGD, je cherche la longueur DG, je connais la longueur GB, et donc ici, l'astuce elle est là, c'est la longueur BD. La longueur BD, c'est une longueur que vous connaissez. Si vous rappelez la façon dont vous avez fabriqué votre pyramide, vous avez mis 3 balles ici qui sont en contact les unes avec les autres, et ensuite vous avez posé une balle supplémentaire au contact des 3 autres dessous. Ça veut dire que la distance entre B et D, c'est exactement la même que la distance
entre B et A. Autrement dit, la longueur BD, c'est une longueur que vous connaissez, qui vaut petit a. L'astuce, elle est là. Si vous oubliez que vous ne connaissez pas cette valeur, vous êtes coincé dans Pythagore puisqu'il vous manque une longueur. Une fois que vous avez vu cette astuce, c'est la seule astuce à avoir repérée dans cette démonstration, eh bien, il vous suffit juste d'appliquer Pythagore qui est ici. Donc nous, ce qu'on cherche, on a dit, c'est la distance GD. Donc d'après tout ce qu'on a écrit, on en déduit que GD, ça va être égal à racine carrée de BD carré moins GB carré. Donc ça me fait, alors BD carré, on a dit A au carré, moins GB au carré, donc GB au carré ça fait racine de 3 sur 3, donc ça va me faire A carré fois 3 sur 9. Donc ça va me faire un tiers. Et donc je vais avoir ici un racine de A carré moins 1 tiers de A carré, ça me fait 2 tiers de A carré. Ce qui se simplifie en A racine de 2 tiers. Cette hauteur-là, c'est la distance, c'est la hauteur GD qui représente la moitié de la diagonale. Autrement dit, ce truc-là, c'est égal à C sur 2. Enfin, la moitié de la hauteur, pardon. Et donc, à partir de ça, on en déduit que C, ça va être égal à 2 fois A racine de 2 tiers. Si vous voulez rentrer le 2 à l'intérieur de la racine, vous pouvez, ça va vous faire A racine de 8 tiers. En valeur approchée, ça fait à peu près 1,63 A. Cette démonstration est à savoir refaire. Une remarque. Ensuite, sur cette maille hexagonale compacte. La maille que je viens de vous décrire, c'est une maille qu'on appelle la maille conventionnelle parce qu'on appelle hexagonale compacte et donc on voit l'hexagone. En réalité, la maille élémentaire, qui est la maille la plus petite qui permet de représenter tout ça, ça va être quelque chose qui va ressembler à ça. Cette maille élémentaire, c'est la partie la plus petite qui va permettre de représenter cette hexagonale compacte. La seule différence, c'est que là-dedans, on ne voit pas d'hexagone. Et donc, cette maille élémentaire correspond exactement à 1 tiers de la maille conventionnelle. Et donc, cette maille élémentaire qui est ici, elle va correspondre à la maille qui est ici. Donc ça, c'est la partie qui est en haut. Ensuite, j'ai l'hexagone, le losange qui est en bas. Et après, j'ai les 3 hauteurs qui sont là. Donc cette figure que j'ai surlignée en rouge correspond à 1 tiers de l'hexagone. Ça correspond à ceci qu'on appelle la maille élémentaire de l'hexagonale compacte. Votre objectif, c'est de savoir au moins une des deux mailles. Au niveau des longueurs, on a petit a ici, ici et même ici, puisque la base est constituée d'un losange qui est constitué de 2 triangles équilatéraux mis côte à côte. Et ensuite, la hauteur ici de la maille est égale à petit c. Alors, ceci, c'est toujours la maille hexagonale compacte, sauf que ce coup-ci, c'est ce qu'on appelle la maille élémentaire. Donc la maille élémentaire, c'est l'élément le plus petit qui permet de dessiner justement le cristal. Donc tout à l'heure, on avait la maille conventionnelle parce que justement, on voyait apparaître un hexagone. En réalité, la maille élémentaire, elle est constituée d'1 tiers de la maille classique, où on voit l'hexagone. Alors attention, vu de dessus, la base du système n'est pas un carré. La base du système, c'est un losange qui est constitué de 2 triangles équilatéraux qui sont collés l'un à l'autre par un côté. Et ensuite, on a un atome
dans un des deux triangles vus de par-dessus, au niveau exactement du centre de gravité, et en hauteur, il est situé exactement sur le plan intermédiaire, c'est-à-dire sur le plan B. Donc le plan A c'est tout en bas, le plan B au milieu, et le plan A tout en haut encore. Ensuite, l'autre type d'empilement, donc c'est l'empilement ABC-ABC, qui correspond par définition à un empilement cubique face centré. Donc on va avoir les trois plans A, par exemple C, B et A, ou ABC, ça n'a pas d'importance. Et donc ces trois plans-là, on va avoir donc le plan A qui est posé en bas, qui est strictement identique au plan A qu'on avait avant. Ensuite le plan qui est juste au-dessus, qui est posé avec trois atomes ici. La différence, c'est qu'au-dessus de ce plan, de ce deuxième plan, on va avoir un troisième plan qui n'est aligné ni avec le premier ni avec le deuxième. Donc c'est pour ça que c'est un troisième type de plan. Et ensuite, on va reposer un plan supplémentaire tout au-dessus. Vu de par-dessus, on a le plan A avec les atomes A en blanc, les atomes B en gris clair, et les atomes C, 1 sur 2, en gris foncé. Cet empilement ABC-ABC, c'est un empilement qui correspond à un cubique face centré, avec les deux atomes noirs en haut et en bas, qui correspondent aux deux atomes noirs ici et ici, donc avec la droite delta qui est ici, qui sert de repère. Et ensuite, on a les atomes du plan B qui sont là, les atomes du plan C qui sont ici, et un atome du plan A qui est tout en bas. En termes de calcul, comme c'est à partir du moment où on a réussi à voir que c'est un cubique face centré, le nombre d'atomes par maille, c'est le calcul qu'on a déjà rencontré, ça nous fait 8 fois 1/8 pour les 8 atomes qui se trouvent au sommet du cube, plus 6 fois 1/2 pour les 6 atomes qui se trouvent au milieu des faces. Et donc ça nous fait 4 atomes par maille. La compacité, c'est 74%. Alors je ne refais pas le calcul, on l'a fait précédemment, mais c'est une valeur qu'il faut savoir redémontrer. Attention, pour l'hexagonal compact, si vous avez bien compris que c'est un assemblage compact et qu'on vous demande de trouver la compacité ou de donner la compacité, vous pouvez directement dire 74%, c'est bon. Si par contre on vous demande de démontrer la compacité pour l'hexagonal compact, à ce moment-là, c'est à vous d'arriver à faire le calcul où la compacité, c'est le volume réellement occupé par les atomes divisé par le volume de la maille. Et donc il vous faudra expliquer et calculer le volume d'une maille hexagonale avec le nombre d'atomes contenus à l'intérieur de cette maille, sachant que le volume d'un atome, c'est une sphère de volume 4/3 de pierre cube. Voilà, donc il y a tout un calcul à faire, qui n'est pas trop compliqué, mais ça reste de la géométrie avec du Pythagore et de la trigonométrie. Donc pour l'empilement ABC-ABC, on a dit que c'était un empilement qui correspondait à un cubique face centré. Donc en bleu, on a les atomes qui correspondent au plan A, en jaune, les atomes du plan B, en rouge, les atomes du plan C. Et donc quand on fait pivoter tout ça, on obtient un cubique face centré. Alors le cubique face centré, c'est vrai qu'habituellement, c'est un cube qu'on a l'habitude de dessiner en le posant sur la face du bas. Si on veut représenter ceci avec les empilements ABC-ABC, en réalité c'est un cube mais qui est posé sur une pointe. Donc il est moins facile à voir que de manière classique quand notre cube est posé sur une face.